So we will switch to the questions, and we'll start with Jean Tessier. So give you the floor. Okay. In English or en français. en français? Ok. D'abord, félicitations pour ton travail et ta soutenance, qui était très claire, très bien faite, avec des films spectaculaires. Alors moi, j'ai une question un peu provocante. Pourquoi est-ce que tu as tout prix utiliser un code compressible alors que les écoulements que tu étudies sont à low Mach number et tu utilises aussi dans la partie théorie l'approximation de Boussinesq qui est vraiment une approximation totalement incompressible pour le coup. Donc, quelle est la valeur ajoutée de résoudre les équations de l'air compressible dans ce Alors il y a deux raisons, on va dire. Il y a la raison un peu historique, c'est que ces études de convection ont été faites en compressible et j'ai un peu hérité de ces études. Mais une raison qui est vraiment utile, c'est que avec ces schémas volume fini, on a la conservation à machine précision des quantités conservatives, en particulier pour des expériences de génération de Scheer. Là, ces simulations ont été faites à quantité de mouvement en X conservée à machine précision. C'est très pratique pour être sûr que ce qu'on voit, c'est pas une Scheer qui est introduit par la discrétisation. Quand tu dis historiquement, enfin, je suis pas d'accord, historiquement dans le domaine. Pardon, historiquement, c'est peut-être un peu. Ce que vous voulez dire, ouais, c'est. Elisabeth Barraf, par exemple, tu dis, oui, oui. Avec des codes très différents. Donc, quel est. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est que j'ai. L'étude, par exemple, de Tremblay et al. de 2019, c'était faite avec des méthodes numériques. Et nous, on a. Alors, une grosse partie de ma thèse, c'était ce travail sur ces méthodes numériques. Et donc, on les a utilisées pour la convection. C'est aussi ça. Et donc, pour les simulations de dynamo convective, c'était aussi pratique, parce que ces simulations sont aussi faites à chaque type de problème. D'accord, mais qu'est-ce que ça apporte comme plus de conserver que si tu conserves Jean-Yves à 10.6, bon, ça m'empêche pas de dormir le matin par rapport à la machine précision. Quelle est la... Moi, ça me rassure. Et pour ce qui est vraiment du... Donc, j'ai pensé pour le Scheer, justement, parce que dans le papier, en particulier de Pascal Garot en 2015, il voit du Scheer apparaître, et il me semble qu'ils ne sont pas sûrs, comme la méthode utilisée n'est pas conservative, une de leurs pistes se demande si c'est lié à ce schéma numérique. Donc, c'est vraiment rassurant d'avoir ça. Alors, pour continuer, combien j'ai de temps d'ailleurs? Parce que je peux parler de 4 heures. Pas 4 heures alors. On aura faim. Au total. Non. Mais j'insiste quand même sur le fait que... Pardon, allez-y, pardon. Oui, parce que les méthodes anélastiques, les méthodes implicites permettent d'avoir des patents beaucoup plus souvent. Ouais. Tu l'as dit d'ailleurs. Et donc, il y a... Alors, la méthode est conservative, oui, mais la méthode utilise des millions de patents. Ouais. C'est qu'on accumule les erreurs. Ouais. Alors, même avec des corrections d'ordre élevé, on accumule les erreurs. Donc, en fait, par rapport aux autres méthodes, tu perds un peu d'un côté ce que tu gagnes de l'autre. Oui, c'est vrai. Disons qu'on privilégie la conservation au prix d'autres choses. Mais c'est intéressant de refaire cette simulation avec notre méthode et voir si les résultats sont cohérents. Mais par exemple, alors, justement, je voulais avoir une réponse de toi, c'est qu'est-ce que tu pourrais gagner, notamment en regardant les modes compressibles, les modes acoustiques? Est-ce que c'est des choses intéressantes à regarder dans ces simulations que, là, pour le coup, les autres codes n'ont pas parce qu'ils les enlèvent par construction? C'est dur à dire. Je pense que, typiquement, pour des projets comme Rolson, qui sont faits au CEA, on peut avoir l'apparition de chocs et discontinuités qui viennent du comportement complexe du Soleil. Et là, à ce moment-là, nos méthodes pourraient être utiles. C'est vrai que pour l'étude de la convection, c'est peut-être un peu overkill. Mais adapter les méthodes modifiées pour la convection, ça peut être quand même utile, justement, une fois qu'on va étudier ces systèmes réels plus complexes. Mais voilà, en fait, on s'est servi des méthodes qu'on a développées. Donc c'est la faute de ton directeur de thèse. Alors j'ai une question concernant les schémas numériques. Donc tu as montré assez clairement l'historique et les nouveautés que tu as proposées. Alors moi j'ai une question concernant en fait la positivité des schémas, qui vraiment est un des points forts de... Oui, tout à fait. Mais maintenant, il y a aussi les méthodes d'ordre élevé, d'ordre 2, voire plus,
et qui, elles, justement, rendent la positivité beaucoup plus compliquée. Oui. Donc, en fait, voilà, ma question encore, c'est la suivante, c'est, sachant que on utilise souvent des méthodes d'ordre élevé pour faire tous ces calculs, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une méthode qui est positive à l'ordre 1, sachant qu'à l'ordre 2 ou plus, elle est plus positive? Alors, pour la positivité, donc, alors nous, les simulations ont été faites à l'ordre 2. Enfin, la simulation du Grand Challenge, typiquement, a été faite à l'ordre 2. On utilise la méthode de Muscle-Hancock. Et donc, Muscle-Hancock, ce qu'on est capable de prouver, c'est que si on utilise une méthode d'ordre 1 qui est stable, sous une condition CFL, quand on passe à l'ordre 2 avec Muscle-Hancock, on a la stabilité. Donc, la mise à jour à l'ordre 2 est une combinaison, est une moyenne de mise à jour à l'ordre 1. Et on perd un facteur 2 sur la CFL. sur la CFL. Et donc la stabilité à l'ordre 1 nous permet d'avoir la stabilité à l'ordre 2 sous une CFL plus contraignante. Donc c'est quand même utile de développer des schémas stables. Et la positivité aussi? Oui, d'ailleurs, je pense pas qu'on ait... je sais pas comment... Alors, on passe d'ordre 1 à ordre 2 avec Muscle-Hancock, je sais pas si on garde l'inégalité d'entropie, pour être honnête, mais la positivité, on la garde. Donc la positivité est plus faible que l'inégalité d'entropie. On garde la positivité, mais pas l'entropie. Je sais pas si on garde l'entropie, pour être honnête. Et pour les méthodes plus que d'ordre, tu as réfléchi aux méthodes d'ordre plus élevé encore? Alors, pour défendre ma paroisse, j'ai fait un peu de Mood. Les méthodes Mood, typiquement, sont aussi stables que la méthode la plus stable de la cascade de schéma. Pour Mood, on hériterait de la bonne stabilité. Après, pour tout ce qui est Wayno et tout ça, je connais moins bien. Juste Galarkin. Mais j'espère qu'il y a des... J'ose espérer qu'il y a ce genre de preuve. Si l'ordre 1 marche, l'ordre 2 marche sous une condition CFL différente, mais je suis pas sûr. Sinon, alors, concernant la partie théorique, analytique, donc tu as montré l'apparition de nouveaux termes liés au shear et au champ magnétique. Est-ce que tu peux discuter un peu des applications astrophysiques de ces termes et donner des exemples où ces termes sont utiles, notamment en amplitude élevée, qui fait que ça peut changer vraiment totalement l'analyse de stabilité? Est-ce que tu as des exemples à donner dans géologie astrophysique? Donc, alors, pour ce qui est du shear, là, c'est une réponse un peu bateau, mais on a vu typiquement que sur Jupiter, il y avait plus de shear que ce qu'on pensait. On peut imaginer que sur d'autres corps où il y a de la rotation différentielle, dans les étoiles. Et pour ce qui est des étoiles, on pensait, comme j'ai dit en perspective, aux étoiles chimiquement particulières, magnétiques chimiquement particulières. Des étoiles qui présentent un champ magnétique dont l'origine est assez mal, fort champ magnétique dont l'origine est assez mal comprise. Mais on sait, par ailleurs, qu'ils présentent des gradients de température et des forts gradients de composition. Il y a vraiment des chiffres particuliers parce qu'il y a des gradients de composition qui sont plus forts que dans d'autres étoiles. Donc là, on a vraiment ce jeu à 3 joueurs avec du champ magnétique, donc on comprend pas l'origine, un gradient thermique, un gradient de composition. On peut imaginer que là, l'analyse pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Si tu reviens sur une des équations, n'importe quel critère d'instabilité que tu as trouvé là, voilà. Le terme lié au champ magnétique, dans quel cas est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est relevant, ou dans quel cas il est négligeable? Est-ce qu'il y a des exemples? C'est quoi les conditions pour que ce terme joue un rôle dans une étoile, dans une planète? Alors il faudrait se servir des observations, voir l'intensité du champ magnétique, et faire le calcul, comparer. Alors il faut espérer qu'on ait assez de contraintes sur la diffusion thermique, la diffusion compositionnelle, la résistivité magnétique ou les effets non idéaux, et calculer voilà, les valeurs des gradients, les valeurs du champ magnétique et comparer les termes. Ce qui va être difficile, et ce qui était difficile dans la thèse, c'est l'évaluation de ces termes géométriques. Parce qu'on ne regarde qu'un seul mode. Qu'est-ce que ça donne dans une observation? Voilà. Il faudrait sans doute estimer ces termes magnétiques. Oui, parce que même si tu regardes le critère de Schwarzschild classique, tu vois qu'il y a des rapports de K, quoi, K carré, etc. Et il y a... Qu'est-ce qui contrôle l'amplitude de ce terme, là, en bleu ciel? Voilà, tout le terme lié. Donc on a HP. Donc HP, c'est la longueur caractéristique de la variation de la pression, l'intensité de la gravité et la densité du fluide. En fait, j'avoue qu'en tête, je n'ai pas d'idée de corps où ce terme va être plus ou moins important. Mais voilà. Ok, en fait, bon, j'ai encore deux questions. Donc la première, ça concerne le régime. Donc
l'évolution va dans le régime non linéaire. Donc, tu as proposé une méthode consistant à caractériser la saturation de l'instabilité, une fois que toutes les courbes sont plates, là, qui consiste en fait à écrire que tu veux que le taux de croissance soit nul. Est-ce que tu peux discuter, donner des exemples, des limites de cette approche qui décrire un modèle, un régime non linéaire avec des équations linéarisées, c'est un petit peu audacieux. Et donc en fait, est-ce que tu as des idées des limites? Parce que visiblement ça va marcher, il suffit de fudger un peu une longueur et ça tout le monde le fait. Donc de ce point de vue-là, c'est pas une reproche. Mais par contre, il y a des choses que tu perds dans cette approche-là. Et est-ce que tu peux discuter un peu des limites de cette approximation? Je pense que on s'en sort avec cette approximation dans mes simulations parce qu'on est dans des petits domaines. L'analyse est locale. Pour tester l'analyse, on l'a fait dans des domaines qui sont pas très hauts, pas très grands. Je pense que si on regarde des zones convectives très hautes, là il faudra aller plutôt dans la théorie des longueurs de mélange, faire des codes indés où on suppose superposition d'états à l'équilibre plutôt qu'un seul équilibre qui se fait. C'est fortement stratifié, grande altitude. Je pense que l'approximation pourrait moins bien marcher. Est-ce que tu peux me donner une caractéristique qui est fondamentalement différente entre le régime linéaire et le régime non linéaire? Par exemple, concernant les modes. Ouais, alors, dans le régime, un truc qui est difficile, dans le régime non linéaire, c'est, donc on a ces taux de croissance qui est égal à 0. La question, une fois qu'on a de la convection, des turbulentes, oui, c'est quoi ces termes géométriques? Parce qu'à la base, c'est un mode de Fourier. Et donc, dans le régime non linéaire, le mode de Fourier, c'est devenu des cellules de convection. Alors, qu'est-ce qui se passe? Justement, dans le régime non linéaire, qu'est-ce qu'on dit des modes de Fourier? Qu'est-ce qui se passe avec ces modes de Fourier dans le régime non linéaire? Donc, ce qu'on a fait, c'est une approche assez brute, mais on a dit que Kx est l'inverse d'une longueur caractéristique. Et quand je présentais les résultats dans le régime non linéaire, on voit l'estimation que le shear est égal à il y a ce ratio des longueurs. Et pour être précis, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est le ratio des cellules de convection, les ratios de taille de cellules de convection. Donc ici, on a un ratio 1-1, là, plutôt un ratio 2-1. C'est la forme des cellules de convection. Et donc, si on voulait, je pense, l'appliquer typiquement si on voulait être très précis, dans une simulation non linéaire, à mon avis, il faudrait faire une transformée de Fourier dans tout le domaine de la vitesse et trouver les modes les plus énergétiques et plugger ça dans les critères. Mais c'est que une suggestion, on l'a pas fait. On s'est contenté de prendre des longueurs caractéristiques. Alors, ce que je voulais, c'est que tu dises qu'en régime linéaire, les modes sont indépendants. Alors qu'en régime non linéaire, ils sont couplés. On a plusieurs modes qui se couplent, ouais. Il était presque. Alors sinon, ma dernière question, c'est la simulation que tu as montrée à la fin, avec notamment le film qui est spectaculaire. Ma question, c'est qu'est-ce que tu apprends quand tu vas chercher des résolutions absolument 10 000 au cube, des trucs ridicules comme ça? Qu'est-ce que tu apprends de plus qu'une bonne vieille simulation sur 28 cubes que tu peux faire sur ton laptop? Alors, deux choses. Et ça rejoint votre première question. Dans les estimations de dynamo-convectif qu'on a, il y a la résistivité magnétique qui va apparaître. Dans nos simulations, elle est à basse résolution en particulier, elle est pilotée par la diffusion numérique. Et donc, en réduisant la diffusion numérique, on peut voir les changements de ce terme et voir si l'évolution du niveau qu'on obtient correspond. Parce que, comme vous disiez, les méthodes de l'infini ne sont pas très précises. Donc, à basse résolution, on a beaucoup de diffusion, et pas celle qu'on a forcément imposée. Donc, on rentre dans les termes sources de ces estimations. Et d'autre part, en fait, la mission pour ce grand challenge était vraiment motivée aussi par la mise en place des outils d'IO. La motivation était plus informatique que physique, pour être honnête. On a quand même pu essayer de tirer quelques résultats physiques sur la convergence de la diffusion.
Résoudre les effets non idéaux. Réduire la diffusion numérique. Pour voir les effets de diffusion réelle. Ouais, voilà. Et les faire disparaître. Disparaître cette diffusion numérique qu'on maîtrise pas forcément dans les critères. Et au niveau de la turbulence en elle-même, On a regardé le spectre de puissance, on n'a pas étudié. parce que c'est une droite hein, en log-log, donc aller encore plus loin et voir la droite toujours plus droite, on gagne. Enfin, c'est pas très. Oui. On a une idée de ce qu'on peut gagner. Après, ce qui est intéressant, c'est je perds le mot, mais les transferts d'énergie des petites échelles aux grandes échelles à la fois pour le génétique et les échanges entre les deux. Ouais, donc ça, la résolution peut. Ouais. Notamment l'intermittence. Ce qu'on appelle l'intermittence. Et c'est fini. Merci. Ok, merci beaucoup. On va passer au second rapporteur. Donc, je vais laisser la parole à Bruno Després. Oui, bon, bah écoutez, merci de me laisser la parole. Écoute, merci Rémi pour cette belle présentation extrêmement intéressante. Je pense qu'il reflétait bien ce qui est dans ton manuscrit. Bon, alors, je dois dire que je suis en conférence, malheureusement. J'ai un très grand regret à pas être avec vous, ce qui m'aurait permis de t'écouter parler d'astrophysique numérique, ce qui est une discipline que je trouve très jolie et enthousiasmante, et aussi de pouvoir discuter avec les autres membres du jury, en particulier avec Romain. Bonjour Romain, j'ai un grand regret de ne pas être là. Bon, très bien. Okay. Et mais alors ceci étant, alors donc voilà, donc j'ai quelques commentaires à faire. Donc mon premier commentaire, alors qui est plus finalement sur le manuscrit. Bon, moi il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ton manuscrit, c'est qu'il y a en gros 3 parties. Il y a une partie méthodologique de développement de méthodes numériques au début. Il y a une partie de calcul d'instabilité en régime linéaire, exactement, d'accord. Et puis quoi? Ah oui, puis il y a une partie de développement HPC. Et moi, j'ai eu l'impression que, disons, tu as abordé les trois parties avec le même souci de rigueur. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était pas mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie qui est négligée par rapport aux autres. Et de ce point de vue-là, tu as mené l'étude de ces 3 thématiques avec le même souci d'aller au fond des choses. Et moi, j'ai trouvé ça très bien, je te cache pas, hein, parce que c'est pas évident de faire des choses comme ça qui soient à peu près équilibrées, surtout quand on mêle ce genre de mix de disciplines. Donc ça, c'est super. Alors, ceci étant, j'ai quelques questions pour éclaircir certains points de ta présentation ou éclaircir des points supplémentaires. Ah, bon, très bien. Ah, ok. Alors ça, c'est une question, c'est juste pour ma gouverne. Quand je discute des gens avec de la physique des plasmas magnétiques et qui me mettent des images de convection sur Jupiter, un peu comme toi là au début, là, ils me parlent toujours des gammes, des Geophysical Acoustic Mode. C'est pas du tout le genre de truc que tu regardes ou t'en as entendu parler ou pas? On a entendu parler, surtout quand j'étais à l'Université of California à Santa Cruz. Ah d'accord, ouais. Pas seulement des mathématiques appliquées. Il y a des séminaires d'astrophysique et de géophysique. J'ai entendu parler. Mais nous, on est vraiment resté un peu sur le côté académique de l'instabilité de convection. D'accord, ok, oui, mais enfin bon. Ok, très bien. Non, mais c'était pour ma gouverne personnelle, donc ok, donc tu vois bien où est-ce que ça se situe par rapport à tes études. Très bien. Alors, sinon, alors, c'est des questions qui remontent peut-être plutôt qui sont d'abord pour la première méthode. À vrai dire, toutes ces méthodes de type Lagrange projection, tout ça, ça a été exposé il y a quelques années maintenant hein, dans des articles de review. Il y en a en particulier qui est célèbre de Benson. Et à vrai dire, ils avaient regardé tout un tas de variantes possibles. Tout ça pour dire que je ne suis pas complètement convaincu que la méthode FSLP que tu as présentée est si nouvelle que ça. Je ne l'ai pas mis dans mon rapport parce qu'à vrai dire, j'ai cherché des références et j'ai pas pu l'établir avec certitude. Hein, voilà, donc c'est pas. Et par exemple, je me demande si en regardant le Benson, on ne trouverait pas ça. Moi, j'avais surtout essayé de rechercher des papiers de Richard Sorel. Alors là, j'ai un souvenir très fort d'un exposé de Richard Sorel dans lequel il nous présentait la version schéma direct du schéma Lagrange plus projection. Donc en fait, la version FSLP du schéma OSLP. Est-ce que tu as mené ce genre d'études bibliographiques ou pas? On a un peu regardé, mais peut-être pas assez. Mais on a trouvé le talent, en tout cas. Ouais. Alors, écoute, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire je n'ai pas trouvé de référence claire, parce que sinon je ne me serais pas gêné pour le mettre dans mon rapport.
Mais je suis assez persuadé que ça a été étudié ou discuté ou évalué, éventuellement sans rapport direct dans la littérature. Enfin, voilà, je tiens quand même à le dire. D'accord? Pour la dynamique des gaz, hein, pour la MHD, ça je dis pas. Ok? Je suis intéressé par le papier dont vous parlez, ou la personne. Richard Sorel hein, ou Benson? Benson, ouais. Ouais, bah c'est le premier gros review sur ça va être des années 92, quoi, hein. C'est un type de la côte ouest hein, qui a fait un review sur les schémas hydrodynamiques et c'est lui qui a commencé à populariser les schémas Lagrange plus projection grâce à ce review qui était très bien écrit. Moi, je te conseille de regarder dedans si jamais voilà. C'est possible, hein, très bien. Ok. Alors, à un moment, tu as fait un commentaire. Alors, j'ai pas très bien compris là. C'est quand tu discutais des schémas Lomac, des trucs comme ça. Tu disais le gain de FSLP, c'est qu'on gagne sur la CFL. Ouais, mais on gagne qu'un facteur 2. Tu gagnes plus? Alors, l'idée, donc c'est. Alors, si on ne considère pas les schémas implicites et explicites, Ouais. on a que donc, la CFL de l'opérateur splitting. Si on prend le pas de temps le plus petit entre le pas de temps acoustique et le pas de temps, de transport. Ensuite, la CFL de FSLP, c'est delta x divisé par la vitesse du son plus la vitesse acoustique. Et donc, comme dans le régime Namac, c'est surtout C, comme un pas de temps est moins cher, on fait une seule étape, et les deux, et ben on gagne à peu près 30% de performance dans le régime Namac. D'accord, 30%, voilà, d'accord. Voilà, Voilà, alors différence. comme dit Romain, finalement, il n'y a quand même pas de quoi se relever la nuit, tu vois, je veux dire. On a gagné 30%, quoi. Non, parce qu'en fait, c'est souvent intéressant cette approche, en moi, ce que je vois, c'est vraiment qu'on gagne en flexibilité. C'est-à-dire qu'on peut, D'accord. alors, OSLP à l'ordre 2, c'est compliqué. Ouais. Là, FSLP à l'ordre 2, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et au-delà de ça, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est cette capacité de changer les solvers au pattern fitting en flux fitting. C'est garder cette idée en tête pour d'autres méthodes où ça pourrait vraiment être intéressant. D'accord. Mais alors, Alors là, maintenant, j'ai une question qui concerne ton transparent 29. Peut-être tu peux le mettre. Ça t'embête pas. Ouais. Ah non, attends. Non, c'est celui où tu mets le système de la MH... Non, alors attends, c'est pas celui-là. non. Système de la MHD. Voilà celui-là, ouais, merci, ouais. Ouais. Là, c'est pareil. Moi, je suis persuadé qu'il y a un vieux papier de Colella sur la MHD numérique dans lequel le terme, il propose exactement, alors peut-être que c'est dans ton manuscrit, il propose exactement, pardon? C'est dans le, désolé de vous couper, mais ça c'est dans Bouchy 2010, donc Ouais, d'accord, mais Colella, c'est avant, hein. Et il propose exactement de retourner vers une version conservative et fait une bidouille numérique pour le système de la MHD, qui c'est plutôt expliqué peut-être d'un point de vue semi-discret, mais toujours, moi j'aime beaucoup l'approche extrêmement directe et efficace des papiers de Colella. Ben voilà, mon impression c'est que c'est pas, ok, Bouchu très bien, mais c'est avant quoi, voilà. Je pense qu'il faut revenir au papier de Colella, je sais plus si c'est Colella ou Miller Colella ou je ne sais ou Colella, je ne sais plus qui. Ça a déjà été évalué ces choses-là, hein. Par Bouchu, mais par d'autres avant. À la base, donc c'est Powell qui propose son système avec les Ouais, voilà. sur les trois. Et Ouais, on s'attend pour tenter que solution B, donc c'est mieux de poser pour ça. moi-même, j'avais eu la chance de discuter avec Colella à la cantine à Saclay, à l'INSTN. Il était venu pour une conférence. C'est pour ça que je suis vraiment sûr de moi, hein, tu vois. Ouais. Ok. Non, Donc à vérifier. Donc ça serait intéressant quand même que enfin pour toi, hein, j'entends, que tu vérifies, que tu croises entre ton expérience, ce qui est expliqué dans les papiers de Bouchu et ce qui est expliqué dans les papiers de Colella. Où est-ce que ça en est tout ça? Ok. Donc ça c'était, disons, un peu la fin de mes questions pour la première partie, mais disons, j'ai trouvé qu'en tout cas les développements et la rigueur des développements que tu fais et le fait que tu vas te servir des critères d'inégalité entropie pour être sûr de la stabilité de ton schéma, moi je trouve que c'est bien que ce genre de technique arrive de manière vraiment en astrophysique numérique, quoi. Parce que ça a quand même rendu plein de très grands services dans d'autres domaines de mécaflux numériques, donc c'est bien que ça arrive avec tes travaux, ou d'autres d'ailleurs.
en astrophysique numérique. Très bien. Alors maintenant, il y a une partie, ah oui, sur la MHD, sur la deuxième partie maintenant. Donc, slide 35, si ça t'embête pas. Voilà, ça va être une remarque mineure. Hein. Tu introduis la variable log de θ. Bon, moi je prétends que log de θ n'est pas une nouvelle variable, c'est que c'est l'entropie en fait. J'ai refait les calculs, hein, c'est une feuille séparée. En fait, log de θ c'est S, enfin c'est S ou sinon c'est exponentielle S, ça n'a pas d'importance, tu vois. Oui, et d'ailleurs, je crois que si on travaille en entropie, peut-être des bêtises, donc le grade T moins grade A moins grade mu qu'on obtient, c'est le Ouais. gagnant d'entropie. Bah oui, c'est ça, ouais. Log de θ, c'est une fonction de S, quoi. Voilà. D'accord, mais ok, donc on est d'accord. C'était juste un jeu d'écriture, il n'y a pas de. J'espérais pouvoir te piéger, mais c'est raté. Alors sinon, bon, ok. Alors là, j'ai eu une difficulté quand j'ai lu ton manuscrit, mais au bout d'un moment, je me suis habitué. Mais je voudrais que tu m'expliques un peu. Très honnêtement, moi, j'aime pas la notation où on appelle gradient de θ, gradient de n'importe quoi, c'est-à-dire l'opérateur gradient. Dans tes calculs de stabilité linéaire, voilà, pour moi, l'opérateur gradient, mais moi, je suis un bête matheux, hein, c'est forcément un vecteur, parce que sinon, ça sert à rien. Et alors, tu passes ton temps à utiliser cette notation pour des quantités qui sont des scalaires. Alors, au bout d'un moment, j'ai fini par piger, évidemment, que ce que tu appelles gradient, c'est systématiquement d sur dz, ou la dérivée dans la direction principale, dirons-nous. Ok, très bien. Bon, moi, je n'ai pas aimé, mais c'est une question de goût, et de toute façon, ça enlève rien à la rigueur de ton travail. Donc, à la fin, c'est absolument pas important. Mais d'où ça vient, cette notation? C'est classique en astrophysique d'utiliser ça? Il me semble que ça date de Schwarzschild, je dis peut-être une bêtise. Ah, d'accord. Bon, alors, ok. Si c'est les grands anciens, je retire tout. Ok. Alors, tiens, sinon, j'ai une question peut-être plus vicieuse, mais qui rejoint peut-être un tout petit peu la question que Romain a posée. Ok, donc tu as cette discussion sur le critère d'Hurwitz là qui permet de regarder les valeurs propres, enfin disons le signe de la partie réelle des valeurs propres d'une matrice que tu construis, bon, effectivement, en faisant une approximation de Boussinesq, patati. Donc, ok, bon, très bien, mais ça, je laisse tomber cette partie. Et du coup, comme c'est un polynôme qui a 3 coefficients, tu obtiens 3 conditions. Alors, tu dis donc, il y a le coefficient A2 qui correspond au critère de Ledoux ou Schwarzschild, le coefficient A1 qui correspond au critère de je ne sais plus qui, et mon nouveau coefficient A0, c'est merveilleux, il est nouveau, qui correspond à mon nouveau coefficient. Bon, très bien, ok, très bien. Mais alors, par ailleurs, à un autre moment dans ton manuscrit, tu rappelles un principe général en mécaflux, ou dans l'étude de la stabilité des systèmes physiques, qui est que quand on a plusieurs possibilités d'instabilité, et qu'on a un système qui est vachement random en quelque sorte, hein, celle qui va émerger, c'est celle qui a le taux de croissance le plus élevé. Moi, c'est un critère que j'avais lu explicitement dans le bouquin de Zeldovich il y a longtemps, moi, qui me fait bien plaisir aussi, je suis d'accord. Alors du coup, maintenant, la question est la suivante. C'est bien gentil de détecter qu'il y a une nouvelle instabilité, mais si son taux de croissance est plus faible que celle des 2 premières, elle va jamais émerger. Et donc, on la verra jamais. Ça, c'est quand même une objection, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est bien d'avoir une instabilité, mais il faut maintenant vérifier que le taux de croissance, il faut la comparer aux 2 premières et vérifier qu'il existe une situation dans laquelle A2 et A1 ne génèrent pas d'instabilité et A0 génère une instabilité, ou dans lequel A2 et A1 génèrent une instabilité, mais A0 génère une instabilité de taux de croissance supérieur. Parce que sinon en fait, c'est comme si elle n'existait pas, en fait. Hein. Voilà, donc il me semble que c'est quelque chose qu'il faudrait creuser, parce que sinon, la réalité de cette instabilité, ben, elle peut être un peu vide, quoi. Ouais, je suis peut-être plus méchant, surtout que je m'aventure dans des domaines c'est pas ma spécialité. Hein. Alors, du point de vue des applications, il reste à montrer qu'il existe des endroits dans l'univers où, bah ouais. de toute façon, c'est d'autres. Mais du point de vue purement l'exercice académique, c'est ce qu'on a fait sur cette slide, où j'ai fait mon espace de paramètres. Je n'avais pas compris non plus dans le manuscrit, mais là, tu compares les taux de croissance, là, tu compares quoi? Je redétaille du coup. Donc on est dans des cas particuliers, en particulier le terme sur la température est très élevée, etc. Et on a un espace des paramètres en 2D. Attends, c'est le transparent numéro combien, ça? Le 41.
Ouais, attends, j'y vais sur le PDF là. Ça y est, je l'ai, merci. Ouais, vas-y. Ouais, donc plusieurs zones. Et donc voilà, on a un espace des paramètres, un espace des paramètres 2D. Donc chaque point correspond à une simulation possible, des paramètres pour l'équilibre hydrostatique initial, puis des valeurs des termes sources, et puis des valeurs du champ magnétique initial, etc. Et donc chaque point peut être stable ou instable. Dans Mais la zone stable ou grise, instable pour quel critère? À 2, à 1 ou à 0? qui vient. Alors, dans la zone grise, on est instable au critère, donc là c'est à 2 et à 1 dans la zone grise. D'accord, ah, Et, ok. Ah, bah voilà. Là, il y a plus d'informations. Merci, ça c'est bien ça. ouais. Ensuite, dans la zone bleue, on Ouais. a A0 qui est négatif, et tous les autres qui sont positifs. Donc, que Ah, ok. instable à la instabilité. Donc ensuite D'accord. là-dessus, je fais plein de simulations. Ouais. Si le point rouge, la simulation était stable, s'il était vert, la simulation était instable. Et donc on a bien D'accord. vraiment cette instabilité qui est Ok, possible. ok. Bon, bah écoute, j'avais raté ce point, merci de préciser. Mais c'est sûr quand même que il faut mesurer un peu ces trucs-là. Et puis, comme disait Romain, le fait d'être passé par un système linéarisé de type Boussinesq qui introduit lui-même un certain degré d'approximation qu'il faudrait réintroduire dans cette figure, voilà, pour se garantir que A0 a des chances d'exister de temps en temps, soit dans certaines simulations, soit dans certains systèmes physiques. Bon, pour moi, c'est encore une question ouverte, hein, d'accord? C'est pas du tout. T'es d'accord? Enfin, alors, sinon, j'ai une question qui concerne. Ah oui, attends, là, c'est juste parce que moi, je connais pas le jargon. Qu'est-ce que tu appelles l'upscaling en français? Ça veut dire quoi? Raffinement? C'est le raffinement, ouais. Donc Ah, on va d'accord, bah, augmenter la. c'est bon, ok, c'est réglé. Upscaling, ça veut dire raffiner, d'accord, très bien. Non, parce que des fois, il y a des gens, ils utilisent up et down, on comprend. Enfin, excuse-moi, je dis pas pour toi, mais dès que c'est du jargon, moi, je sais plus, moi. Très bien. Alors, sinon, j'ai une question. Ah oui, tiens, ça c'est marrant, ça. Ah oui, attends, j'ai encore trois questions. Non, j'ai encore deux questions et une remarque. Alors, première question, bon, une question, mais qui concerne ton manuscrit et une partie que tu n'as pas détaillée dans ta présentation, qui concerne le dernier chapitre, là où tu faisais un peu de neural net et de mood et de machin comme ça là. Alors, bon, à vrai dire, tu fais une stratégie que j'ai eu du mal à comprendre au début, mais j'ai fini par piger, que tu appelles l'online training. Qu'est-ce que ça veut dire? Je résume, hein, si j'ai bien compris. Tu lances une simulation et au début de la simulation, alors ok, quand on fait des méthodes de neural net, on dit toujours il faut faire une méthode d'entraînement offline, c'est-à-dire en gros il faut visser les paramètres, puis après on l'utilise online, d'accord? Mais alors toi tu dis non, tu dis mon training je ne veux pas le faire offline, je veux le faire online. Ça veut dire je vais utiliser le début de la simulation pour essayer de voir ce qui se passe, quoi, en gros, et pour fitter les paramètres de mon schéma numérique, enfin, de mon schéma numérique neural net, que j'aurais bricolé de plein de manières différentes. Puis après je vais continuer à l'utiliser. Alors il y a un truc que du coup que j'ai pas compris, mais je me suis dit mais si jamais il utilise le début de cette simulation, euh, avec le neural net, ce qu'il est en train de visser, j'ai pas bien compris, bon très bien. Du coup, il va accumuler, ça va produire des erreurs parce qu'il va utiliser un neural net mal vissé au début, et ces erreurs vont jamais finalement être rattrapées à la fin. Enfin, il y a toujours un peu l'idée que les erreurs c'est additif, quoi. Si on fait des erreurs au début parce qu'on utilise un neural net qui est pas bien vissé encore, évidemment, on va le payer le reste de la simulation, donc c'est un peu dommage. Est-ce que tu peux repréciser un tout petit peu qu'est-ce que tu fais exactement quand tu fais, quand tu fais du online training? Donc ça, vous avez soulevé les limitations du truc. L'idée, c'est de faire les premiers pas de temps avec la méthode Mood standard. Ah, d'accord. Donc là, les tout premiers pas de temps sont avec Mood standard. On stocke les choix que Mood standard a fait. J'espère pour le faire, on a assez peu de Ah, temps. d'accord. Et ensuite, avec ça, on peut entraîner notre réseau de neurones et faire le reste de la simulation avec le réseau de Ah, neurones entraîné. Mais ok. effectivement, en espérant qu'il ne change pas trop, parce que si la physique change, le réseau de neurones ne sera Bah oui, oui, pas. mais surtout tes calculs d'instabilité convective. Au début, tout ça, c'est bien gentil, ça tournicote à peine, c'est à peine instable. Et là, on peut imaginer que tu es en train de visser tes paramètres. Puis après, tu les utilises, mais manque de bol, le truc commence à rentrer dans un régime complètement, enfin, toi, pré-turbulent, quoi. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Et alors là, évidemment, tes paramètres numériques, ils risquent de plus du tout être adaptés, quoi. Bah donc, ce que j'ai fait, c'est ce que je disais, c'est une approche très naïve de faire ça. Mais Ouais. à terme, il faut faire du vrai online learning. Et du vrai online learning, ça serait de continuer d'apprendre pendant la simulation.
Mais enfin, bon, de voilà. toute manière, c'était une étude de nature méthodologique, donc je ne ferai pas dire plus que ce que tu as voulu faire, quoi. C'est expérimental, très bien. Ah, sinon, dans ta conclusion, là, c'est la remarque, là. Ça, c'est rigolo, ça. Moi, ça m'a fait rire, en fait. Je me dis, tiens, ça c'est marrant, ça c'est vraiment de l'astrophysique numérique. Tu dis simulation. C'était quoi ton truc de conclusion? Attends, je vais dire. Attends, tu vois, je le retrouve. Comme tu nous as tout envoyé, plan. Ah non, attendez. Instability theoretical. Alors, zut. Excuse-moi, je cherche. Plan. Partagé. Attends, où est-ce que t'es? Quand tu compares la simulation à la théorie, quelle est la phrase amusante que tu utilises là? Quand c'est- Typiquement, Ah on oui, découvre. simulation should not be opposed to theory. Alors là, pour moi, c'est à peu près clair. En tout cas, dans d'autres disciplines de la CFD, hein, que la simulation, c'est de la théorie, hein. Elle ne peut pas être opposée puisque c'est de la théorie. Et c'est peut-être parce qu'en astrophysique, évidemment, il n'y a pas beaucoup de pratique. Disons, la simulation devient de la pratique. Bon, écoutez, c'est plutôt une pique que j'envoie à mes collègues d'astrophysique numérique. Pour moi, pour la simulation, c'est de la théorie, quoi qu'on en dise, quoi. Ok, très bien. Alors sinon, ma toute dernière question. Moi, j'ai trouvé, enfin, c'est pas que je dis pas que j'ai trouvé dommage, mais au tout début de ton manuscrit, tu parles d'équations de l'air avec gravité, des tas de trucs comme ça, vachement chouettes. Et alors, je me suis dit, ah bah tiens, ça va être génial. À la fin, on va mettre tout ça et puis on va faire des grosses simulations. Alors, évidemment, il peut y avoir de l'astrophysique un peu générale, mais il va y avoir de l'astrophysique, de la MHD, tout ça, avec des étoiles qui sont également qui ont leur propre champ de gravité, enfin des objets ronds, quoi, voilà, des trucs comme ça. Puis on va essayer de regarder ce qui se passe là. T'as pas fait ce genre de choses. In fine, tu n'as pas fait ce genre de choses. Non, mais ça serait bien de faire. D'accord. D'accord. Bon, Parce que la géométrie sphérique, bon, c'est plus ça sera difficile. intéressant de voir ce que ça donne aussi pour ce genre de scénario. Ok, bah très bien. Bon, en tout cas, merci pour tes réponses et ton exposé. Et j'arrête mes questions. Merci. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais laisser la parole à Isabelle Baraf. Très bien, merci. Donc, déjà, merci beaucoup Rémi pour cette présentation. C'était un tour de force, je trouve, parce qu'il y a, d'abord, il y a énormément de choses. Ensuite, ça passe de l'analytique, enfin, semi-analytique avec du linéaire, à des schémas numériques. Et puis, à la fin, on termine en apothéose avec une très belle simulation. Donc, on ne s'ennuie pas, donc c'est bien. Alors moi, j'ai quelques questions. Ma première question déjà, j'étais intéressée pour savoir jusqu'où vous avez poussé le LOMAC, hein. C'est-à-dire jusqu'à quelle précision à peu près jusqu'où vous pouvez descendre en Mac, même si c'est pas forcément faire du compressible et du LOMAC, comme disait Romain, on peut se poser des questions. Mais je pense qu'il y a un certain intérêt de pouvoir, avec le même outil numérique, hein, simuler des domaines de Mac très variables, comme on en trouve en astrophysique, c'est-à-dire typiquement des très, très beaux Mac jusqu'à des pratiquement blancs. Donc, jusqu'où vous pouvez descendre Mac. Donc, les méthodes MAMAC qu'on a utilisées, en pratique, typiquement pour le Grand Challenge, elles sont assez limitées pour le très low Mac. En particulier, moi, pour le Grand Challenge, j'ai diminué les grandes de Mac de 10-2. Vraiment. Sinon, il y a des plateformes vraiment trop petites, et on commence à voir l'émergence de modes en échiquier, donc des stabilités numériques qui apparaissent sur Mac, qui viennent du fait qu'on réduit la diffusion numérique vraiment trop faiblement dans la logique. Et donc, ce qui se passe, ça va être des simulations très lentes et des modes pas jolis. Et d'ailleurs, si on regarde bien, il y a des modes pas jolis qui apparaissent. Donc, si vous regardez la vidéo, à un moment donné par là, il y a des petits trucs. On les a un peu vus. Ils sont attrapés. Bon, enfin, c'est un peu la chasse, quoi. Mais, il y en a, ouais, voilà aussi. Et donc, des petits modes en échiquier, donc c'est des modes de la taille d'un pixel. En fait, on a une valeur haute, une valeur basse, une valeur haute, une valeur basse. Et si on va dans une très bas max, ça pollue vraiment la simulation. Ah bah très bien. Fin. Ouais, en haut à gauche, ici au milieu. Et donc voilà, et c'est pour ça que dans les perspectives, je parle d'améliorer la correction d'un Mac. Donc il y a vraiment beaucoup de travaux là-dessus.
n'est même pas sûr que la façon dont nous on fait la correction soit la bonne pour le régime très bas Mac. Mais voilà, c'est surtout en MHD. On imagine la question d'un Mac un peu de manière brute sur le serveur MHD. Ok. Ensuite, j'avais une question. Donc, vous avez décidé, tu fais une approche ILES, donc Implicit Large Dissimulation. Et admettons, je suis plus Isabelle Baraf, mais je suis Pascal Garot qui, dans une revue en 2021, a écrit, donc je lis noir sur blanc, bon c'est en anglais, mais en français, elle dit « Les instabilités doublement diffusives ne devraient jamais être étudiées avec de la LES ». Donc, je ne parle même pas de ILES. Alors, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Nous, on évite le problème parce qu'on fait ça directement du double diffusif. Nos termes sources sont pas de la diffusion, mais des termes de rappel. Le terme source dans les fichiers là. Et voilà, ici on a le H de T, donc c'est H, une constante négative, fois un rappel vers un équilibre de température. Et c'est donc ces termes sources qu'on met, on met pas de diffusion. En fait, ce qui est bien, c'est que voilà, grâce au cadre théorique, on met dans le même panier convection double diffusive et cette convection avec des termes sources. Parce que ce qui ressort, c'est la dérivée des termes sources. Dans le cas de la diffusion double diffusive, la dérivée des termes sources, c'est les taux de diffusion. Dans le cas, dans notre cas, c'est juste des termes sources. Je rappelle. Et nous, on fait pas vraiment de la double diffusive et c'est peut-être moins un problème que si on faisait de la double diffusive en ILES. Mais je suis pas certain de savoir quel est le problème du coup en double diffusive avec les méthodes ILES. Je suis pas familier avec ce problème. C'était, mais ouais. Enfin, c'était un peu provocateur parce que nous aussi, on fait de la ILES ou de la LES, je dirais, avec musique pour regarder ce genre de problème. Donc, je suis pas forcément d'accord avec Pascal Garot. Mais il n'empêche quand même que, justement, est-ce que vous avez pensé à je dirais, des méthodes pour essayer quand même de diagnostiquer votre dissipation, la dissipation numérique de votre schéma? Parce qu'il ne suffit pas d'augmenter, là, surtout pour des problèmes très très fins. Par exemple, je ne sais pas moi, des problèmes de mélange je dirais faibles, pas très efficaces, ou des choses comme ça, comme on peut en rencontrer dans des environnements astrophysiques. Il faut pouvoir contrôler, pas forcément contrôler, mais diagnostiquer la dissipation numérique du schéma. Et là, est-ce que vous avez des techniques, des méthodes Pour moi, la bonne approche, qui soit coûteuse, ce serait, donc si on fait de la vraie physique, on a de la vraie diffusion, on n'aura pas de choses comme ça. Et donc, il faut suffisamment raffiner jusqu'à ce que le problème converge, en tout cas statistiquement. C'est comme ça que j'approchais les choses, si je devais étudier un vrai cas physique. Je me suis rendu compte que typiquement les cas de MHD idéal, donc la stabilité de Kelvin-Helmholtz, il y a une petite partie là-dessus, on montre que sans résistivité, ça ne converge pas. Donc si on veut une réponse sur ce qui se passe, il faut une résistivité, il faut se converger. Non, on a une solution plus manage. Ok, ma dernière question, c'est en fait, donc, tu n'as pas pris en compte la viscosité dans l'analyse de stabilité linéaire. Et là, je me demandais en fait pourquoi, parce que si on veut comparer un petit peu, justement, à un moment, vous comparez par exemple à Garot, Brumel, 2015, etc. Donc, si on veut un petit peu comparer à ce qui a été fait déjà dans la littérature au niveau analyse de stabilité, la viscosité joue un rôle particulièrement important puisque ça fait apparaître le nombre de Prandtl. Le Prandtl apparaît aussi, par exemple, pour caractériser les modes les plus instables. Ça permet de déterminer, par exemple, l'échelle de longueur caractéristique que tu veux résoudre, qui est très importante pour ta simulation numérique. En fait, pourquoi vous n'avez pas inclus le terme de viscosité dans l'analyse de stabilité linéaire? Pour être honnête, c'est parce que donc la vue champ magnétique suffisait à avoir de nouvelles physiques, qui nous a pris du temps à regarder. Je dirais pas manque de temps, c'est vraiment une des étapes des perspectives les plus proches.
Et ben, ouais, disons que ajouter le champ magnétique suffisait à générer une nouvelle stabilité. Et ça nous a déjà suffisamment intéressé. C'est à faire effectivement, parce que c'est très important. Même pour la seule génération de Shear, comme dans le papier de Pascal Garot et Nicolas Pemel en 2015, il parle du nombre de pentes, donc je ne peux pas trop faire le lien avec ce qu'on a mis, parce qu'on n'a pas mis la viscosité, donc c'est à faire. Ouais. Ok, merci Rémi. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à l'encadrement, je vais me laisser la parole. Donc félicitations pour cette belle présentation qui était très didactique. Tu as su choisir des faits saillants de ton travail, donc c'était très agréable. J'ai quelques questions. Alors je vais rester sur le problème de la diffusion. Justement, est-ce que ça régulariserait pas le problème, en particulier sur les problèmes de damier? Qu'est-ce qui, tu dis, bon, ouais, mais ça me coûterait très cher à calculer. Est-ce que vraiment ça te coûterait si cher que ça de rajouter la diffusion? D'ajouter la diffusion pour résoudre les problèmes de damier. Non, bah, d'une manière générale, Ah oui. pour prendre Pour prendre la physique liée à la diffusion visqueuse, oui, dans des écoulements comme ça. Mais justement, est-ce que elle serait pas régularisante et elle te permettrait justement de ne pas avoir des problèmes que tu rencontres? Donc le coût de la diffusion, c'est, si on reste en explicite, c'est la CFL en delta x carré. C'est un von Neumann, ça s'appelle. Le nombre de von Neumann. Ça, c'est pour des très grandes échelles, c'est pas possible. Donc il faut dépasser en implicite. On l'a pas fait dans le code cause qu'on a fait. C'est à faire aussi. Et je suis pas certain que la diffusion physique régularise les modes en échiquier. Je n'ai pas expérimenté avec ça. Et les gens qui travaillent sur ces modes en échiquier ne semblent pas avoir eu de solution de la diffusion. Ouais. Si, en fait, si, il faut résoudre avec de la diffusion. Mais après, espérer que la diffusion physique qu'on regarde corrige ces problèmes, c'est aussi possible. Les nombres de prentes sont combien là dans les simulations, enfin dans les applications? Ils sont estimés, pour être honnête. Même estimés, c'est quoi? Parce que moi j'ai pas ces ordres en tête. Moi non plus, mais ça va dépendre de la résolution à laquelle on a fait. Donc typiquement, il va être très différent. Non, mais dans les applications interstellaires, je veux dire, c'est quoi les nombres de prentes auxquels le Soleil, par exemple, voilà, c'est quoi? Le nombre de prentes du Soleil, moi, j'ai pas du tout ces applications-là en tête, donc moi, je suis un peu perdu. Malheureusement, j'ai pas fait. Oh, ok. Ok. L'autre aspect, c'est de prendre une équation d'état gaz parfait. Et ça aussi, c'est un peu bizarre pour les applications auxquelles on s'intéresse. En plus, il y a du réactif, donc on voit pas bien pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça t'amènerait à prendre des lois d'état plus compliquées? Est-ce qu'il y a une difficulté sur les méthodes développées ou pas? Alors, pourquoi on l'a pas fait? C'est parce que ça suffisait à avoir des nouveaux phénomènes. C'est la raison. Un peu pareil que pour la viscosité. Ce que ça apporterait. Alors, du point de vue des méthodes numériques, il faudrait ça ne pourrait ne rien changer si les lois d'état respectent les suppositions qu'on utilise au début du chapitre, dans les approximations de Weil. On va voir si la loi d'état qu'on utilise est réaliste, satisfait ça. Sinon, il faut travailler. Et du point de vue de l'analyse de convection, ça doit la complexifier. Mais comment, c'est difficile à dire. Ok, donc la difficulté c'est si elle est pas, si la loi d'état est pas convexe, parce que mais on peut s'arranger pour que, enfin s'arranger, disons, utiliser des lois convexes ou rectifier, mais c'est surtout dans le cas où cette loi d'état va dépendre des réactifs, des espèces qui sont là. Donc elle va dépendre de la température, mais pas seulement, elle peut dépendre voilà. Et ça, est-ce que c'est une difficulté ou pas? Est-ce qu'on peut s'en... Ça, du coup, c'est ce qu'on a fait.
Donc, loi d'état idéal, je remets la. Mais j'avais pas vu qu'elle dépendait. J'ai pas passé de temps. Là, On a voilà, T égale rho KBT sur mu, et mu le poids moléculaire moyen, donc dépend de la compétition. d'accord. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas ce couplage, je pense pas qu'on retrouve les critères. Ce couplage est fiable. Ok, j'avais pas vu ça. Très bien. Et puis j'ai juste deux questions parce que tu insistes, c'est plus sur les perspectives, tu insistes beaucoup sur et c'est louable hein, d'avoir des méthodes qui soient peu chères de façon à avoir des simulations qui soient atteignables. Ça, je souscris. Par contre, tu n'as pas abordé le côté adaptation du maillage. Comment ça se prolonge, comment les développements des méthodes se prolongent pour de l'AMR ou des méthodes de raffinement autres, voilà. Donc ça c'est pour moi. Ouais, donc là, c'est vraiment ce qui est bien avec la méthode FSLP, c'est que par rapport à OSLP, donc c'est une méthode de flux, comme HLL, HLLC. Et donc, si on a un code préexistant qui fait de l'AMR avec une formule de flux standard, on peut mettre FSLP dedans. Après, le comportement typiquement de la correction BAMAC dans l'AMR, c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé, parce que nous, on a vraiment, on n'a pas cherché à améliorer la correction BAMAC, on a juste cette refonte du solver. Mais du coup, a priori, c'est pouvoir de mettre la méthode maintenant dans une méthode AMR. Ok. Pour la méthode des flux, c'est cell-centered, donc ok, donc ça on voit bien, mais après c'est toute l'analyse, c'est-à-dire que effectivement, souvent on a un stencil, le stencil il vit sur des niveaux différents, donc il faut quand même prendre des précautions, et donc l'analyse en faible MAC, elle résiste peut-être pas forcément à ça. Sans doute pas. Ouais. Mais le travail qu'on a proposé justement, c'était pas d'améliorer le MAMAC. D'accord, d'accord. Ouais, c'est plus flexible. Ouais. Mais du coup, les problèmes de MAMAC sont pas améliorés, quoi. S'il y en a en AMR, ils vont rester. Ils sont pas résolus par ce qu'on propose. Mais a priori, ça n'handicaperait pas disons, ça ramènerait pas des problèmes supplémentaires. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Donc autant pour l'ordre 2 que pour l'AMR, toutes les questions de CFL autour de ça, on se met d'égal à égal avec HLL, HLLC, on a les mêmes problèmes que on va dire. Et la dernière question, c'était aussi sur tes perspectives. Tu as effleuré la perspective d'avoir des méthodes IMEX, implicite, explicite. Mais t'en dis pas grand-chose. Donc, est-ce que tu peux, est-ce que tu as des pistes en tête? Comment tu vois ça? Alors, j'ai un peu essayé. J'ai un collègue qui était en thèse à la DAM qui avait un code OSLP qui me dit pour faire de FSLP, ça bien marché. Et l'idée, c'est de résoudre le système implicite sur tout le domaine, calculer tous les p-stars des stars. D'accord. Ouais. Ensuite, de faire le schéma one-step avec ces p-stars des stars calculés. Donc, une résolution implicite pour trouver les pressions-vitesses du système acoustique, et ensuite faire le schéma en une passe. Ok, donc on implicite l'acoustique, le pas acoustique. Ouais, donc le bas pression du coup. Et le couplage en fait, parce que à partir du moment, bon là en fait c'est équilibré dans la méthode. Est-ce qu'avec une étape implicite, ça modifie cet équilibre mécanique? C'est-à-dire, c'est équilibré. Bah, t'es well balanced. Ah oui. Du coup, on sera well balanced à la précision de la résolution implicite. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre des précautions dans la phase implicite? Je pense que si. Vous n'avez pas regardé ça disons que c'est des problèmes c'est sans doute, encore une fois, les mêmes problèmes que si on regarde OSLP en implicite explicite, je pense. Ou de la même manière, pour le well balance en implicite, des imprécisions peuvent peut-être perturber le well balance. Ok, moi bon, merci beaucoup pour ces réponses. Puis je vais passer la parole à l'encadrement. Qui veut commencer? Samuel, Pascal? Je commence. Bon, Samuel, voilà. Bon, j'ai pas grand chose j'ai pas beaucoup de questions à te poser parce que j'en ai déjà posé énormément. Voilà, je voulais juste,
quelques mots, juste pour dire, j'avais été donc, très heureux d'avoir pu accompagner voilà, le travail là, pendant toutes ces années. Voilà. Vraiment, c'était vraiment des très très bons moments. Je suis très content du travail que tu as fait. Donc bon, de manière assez synthétique, voilà, je pense que t'as fait preuve du point de vue scientifique de absolument indéniable, voilà, autonomie, curiosité, aussi une certaine ténacité, que ce soit dans l'analyse, les analyses théoriques qui étaient avec des calculs et tout qui étaient bien costauds, le travail d'implémentation, la manière de donner aussi le grand challenge très très à la fois les difficultés techniques et les difficultés logistiques à gérer. Enfin voilà, ça c'est le travail d'ingénieur. Voilà, c'était vraiment remarquable. Et puis aussi des qualités humaines, voilà, très grandes qualités humaines. Bon, et en plus, j'ai vu au cours de ces années, voilà, dans une période en plus qui a été quand même très difficile avec la pandémie, que ces qualités, bon, j'ai rapidement vu que Pascal et moi qu'elles étaient là, mais que tu les as fait grandir tout au long de ces années. Voilà, je suis vraiment très 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 heureux d'avoir pu enfin, que tu aies pu partager tout ça avec moi. Et bon, je suis aussi très très content et que tu puisses rejoindre une équipe de recherche dynamique dans laquelle je pense que voilà, tu vas pouvoir faire des tâches très très intéressantes à apporter toutes tes compétences. Merci Samuel. Pascal, je te laisse le mot de la fin. Pareil, je ne vais pas te poser de questions. Oui, je tenais aussi à te remercier pour ces presque 4 années, hein, parce que tu as commencé chez nous en stage. Tu étais même venu nous voir l'année d'avant de Bordeaux pour voir ce qu'il était possible de venir faire en numérique lié à l'astrophysique aux alentours du CEA. Tu as démontré dès le début une grande motivation pour le sujet. Et ça s'est révélé extrêmement payant et intéressant pendant ces 3 années. Faut dire déjà aussi que ton sujet de thèse, en fait, c'est pas celui à l'origine que tu avais écrit là, donc ça a beaucoup changé, en fait, ça a évolué. Et tu as montré une dynamique extrêmement forte pour savoir t'adapter au sujet, aux trucs intéressants à regarder, beaucoup de curiosité, d'intérêt. Je voulais souligner aussi à quel point sur le grand, on n'a pas facilité la tâche. Hein, quand on a lancé le grand challenge, c'était un challenge dans tous les sens du terme parce que quand on lance ce truc-là, le schéma numérique n'est pas encore prêt, la théorie est à peine écrite, on n'a pas vraiment designé ce qu'on allait regarder dans le grand challenge, et on dit qu'on va faire une grosse simulation dynamique de GPU, c'était vraiment à Paris. T'as réussi à aligner toutes les briques petit à petit sur tous les aspects pour en retirer assez impressionnant. Donc, bravo, puis merci encore pour avoir conduit tout ça avec nous. On a encore un petit peu de boulot maintenant pour publier, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le manuscrit qu'il faut qu'on publie pour le faire passer dans la communauté. Et je pense que ça va intéresser encore beaucoup